Il existe un fait peu commenté dans l'histoire du yoga qui déconcerte souvent les lecteurs attentifs. Bon nombre de ces textes les plus anciens ne parlent pas de paix, mais de risque, de discipline extrême et de transformation irréversible. Cette constatation soulève une question essentielle, similaire à celle posée par le taoïsme lorsqu'il affirme que le chemin visible n'est pas le vrai chemin. Ce qui a été adouci pour devenir acceptable aux yeux du monde moderne coïncide rarement avec ce qui était efficace à l'origine. Tout comme le Tao se cache dans la simplicité du quotidien, le yoga le plus radical se cache derrière des versions domestiquées. Le choc initial n'est pas spirituel, il est conceptuel. Il révèle une distance entre la pratique historique et le récit contemporain. Les textes dits occultes du yoga n'ont pas été écrits pour inspirer, mais pour instruire des corps réels dans des conditions réelles. Ils apparaissent dans des contextes ascétiques, marginaux et techniquement rigoureux, où le corps était traité comme un champ d'intervention directe. La logique qui les traverse est la même que celle que le taoïsme applique à la nature. D'abord le flux, puis la conscience du flux. On ne recherche pas le sens avant la structure, ni l'intention avant la méthode. La transformation ne naît pas du discours, mais de l'ajustement précis des forces internes. Cette approche démantèle l'attente de confort associée à la spiritualité moderne. L'inconfort ici est informatif et non accidentel. C'est à partir de cette lecture que la chaîne Solstice se propose de fonctionner comme un espace d'étude et de décodage, et non comme un espace de promesses ou de motivation vide. La proposition est claire. Examiner les traditions spirituelles comme des systèmes de langage, de technique et d'observation de la réalité. Il s'agit d'une lecture comparée entre la philosophie orientale, la psychologie symbolique et l'histoire des pratiques corporelles. Tout comme le taoïsme observe les schémas invisibles qui organisent le monde visible, cette chaîne cherche à révéler ce qui a été omis dans la transmission contemporaine du yoga. Les textes du Hatha Yoga décrivent des retenues respiratoires, capables de modifier profondément l'état mental, ce qui est aujourd'hui dilué dans des pratiques légères. Cette donnée historique fonctionne comme un symbole archétypal du quotidien spirituel actuel, où l'intensité est souvent confondue avec l'excès. Le yoga n'est pas né comme une thérapie, mais comme une technologie de transformation. Cela ne le rend ni meilleur ni pire, juste différent de ce qui a été popularisé. Le contenu présenté ici s'adresse à ceux qui ont le sentiment que quelque chose s'est perdu dans la traduction. Le gain n'est pas le confort, mais la clarté. La clarté réorganise les choix. Cette approche exige d'abandonner les généralisations et de traiter chaque tradition selon sa logique interne. Dans le taoïsme, on ne force pas le fleuve à couler, mais on n'ignore pas non plus sa force. Dans les textes occultes du yoga, on ne romantique pas le corps, ni ne le rejette. Il est compris comme un système réglable, soumis à des lois spécifiques. Cette lecture rapproche la spiritualité de la méthode, et non de la croyance. Tout au long de ce contenu, ce qui est révélé n'est pas un secret ésotérique, mais un schéma récurrent d'effacement historique. Ce qui remet en question les normes sociales a tendance à être réduit au silence ou reconfiguré. Cela s'est produit avec l'alchimie, le taoïsme et le yoga. Reconnaître ce schéma permet de lire le présent avec plus de lucidité. Non pas pour rejeter ce qui existe aujourd'hui, mais pour comprendre d'où cela vient. La conscience historique fonctionne comme un axe d'équilibre. Sans elle, la forme se répète sans fonction. Avec elle, les choix deviennent conscients. Si ce type de recherche conceptuelle a du sens pour vous, vous inscrire à la chaîne Solstice n'est qu'un geste pour suivre ce parcours analytique. Aimer la vidéo aide à maintenir ce type de contenu accessible et le travail actif. Il n'y a pas de promesse d'illumination, seulement une étude cohérente. L'invitation est de rester attentif, pas d'être d'accord. Comme l'enseigne le Tao, observer est déjà une forme d'alignement. Et comprendre est toujours le premier mouvement réel. À la fin du XIXe siècle, lorsque les manuscrits de Hatha Yoga ont commencé à être catalogués dans les bibliothèques coloniales en Inde, beaucoup d'entre eux ont été classés comme des curiosités techniques et non comme une philosophie légitime. Les récits de voyageurs et de philologues décrivent des textes remplis d'instructions corporelles minutieuses, sans longues explications métaphysiques. Ce matériel suscitait l'étonnement,
car il ne correspondait pas à l'image émergente du yoga en tant que système éthique et contemplatif. La mémoire enregistrée dans ces archives montre un savoir fonctionnel, direct et peu soucieux de se justifier. Le détail le plus intrigant est que ces textes étaient largement utilisés par les pratiquants, bien qu'ignorés par les compilateurs. Cette divergence soulève une question centrale pour l'étude du yoga. Elle indique que quelque chose de fondamental était en train de changer. Des décennies plus tard, lorsque le yoga a commencé à être présenté au public urbain moderne, ce changement est devenu encore plus évident. Les textes choisis pour être traduits privilégiaient les concepts universels et le langage abstrait. Ceux qui étaient centrés sur le corps, la respiration extrême et les régimes ascétiques rigoureux ont été laissés de côté. Ce qui reste dans les archives historiques, c'est un sentiment de rupture silencieuse, non annoncée. La tradition n'a pas été effacée, mais réorganisée. Comme dans les processus symboliques, le changement ne s'est pas produit par négation explicite, mais par sélection. Ce type de réorganisation est rarement neutre. Il façonne la manière dont une pratique est désormais comprise. Un épisode révélateur concerne des chercheurs qui, en comparant des manuscrits, ont remarqué que les textes ignorés étaient chronologiquement aussi anciens que les plus cités. La différence ne résidait pas dans la date, mais dans le contenu. Les instructions sur la rétention respiratoire, les sauts corporels et le contrôle des fluides internes étaient considérés comme inconfortables pour certains cadres théoriques. Ce détail technique, loin d'être insignifiant, devenait problématique. Cela crée une friction entre ce qui était pratiqué et ce qui était transmis. La mémoire historique conserve cette friction sous une forme fragmentée. C'est à ce stade que le récit devient instable. Ce qui semblait cohérent commence à révéler des fissures. Cette instabilité n'indique pas une erreur, mais une complexité. Les textes occultes du yoga fonctionnent selon une logique différente de celle qui est devenue dominante. Ils n'organisent pas la connaissance pour convaincre, mais pour fonctionner. L'absence d'explication détaillée n'est pas un défaut, mais une caractéristique. Le savoir est transmis comme une procédure et non comme un argument. Cela défie les lecteurs habitués à rechercher le sens avant la méthode. La difficulté de lecture ne réside pas dans l'obscurité du texte, mais dans les attentes du lecteur. Lorsque cette attente n'est pas ajustée, le contenu semble étrange. L'étrangeté, dans ce cas, est informative. En observant ce processus à la lumière de traditions telles que le taoïsme, on remarque un schéma récurrent. Ce qui est efficace n'est pas toujours facilement traduisible en langage moral ou universel. Le Tao ne s'explique pas, il se reconnaît par son effet. De la même manière, ces textes décrivent les effets avant les concepts. La cohérence n'est pas discursive, elle est opérationnelle. Cette forme de connaissance exige une attention aux détails et une patience face à l'inconfort interprétatif. Elle n'offre pas de réponse rapide, mais réorganise la manière de poser les questions. La mémoire historique, lorsqu'elle est lue ainsi, cesse d'être linéaire. Elle devient un champ de couches. Cette lecture plus attentive révèle que le yoga n'a jamais été un bloc homogène. Il a toujours été composé de pratiques concurrentes, certaines élevées au rang de pratiques centrales, d'autres reléguées à la périphérie. Ce qui semble aujourd'hui marginal était autrefois normatif dans d'autres contextes. L'étude de ces textes ne vise pas à remplacer un récit par un autre, mais à élargir le champ de compréhension. Lorsque l'on reconnaît cette pluralité, la tradition gagne en densité. La simplicité apparente laisse place à une structure plus riche. Cela exige du temps et une analyse continue. Aucune de ces couches ne se révèle d'un seul coup. Lorsque l'inconfort cognitif apparaît face à des contradictions historiques ou à des pratiques exigeantes, la réaction la plus courante consiste à rechercher des solutions compensatoires. On ajuste le discours, on adoucit la méthode ou on remplace la pratique par des versions plus acceptables. Ce mouvement semble résoudre le problème à court terme, mais il produit des effets secondaires prévisibles, tels que la perte d'efficacité, la confusion conceptuelle et la dépendance à des stimuli externes. En termes psychologiques, il s'agit d'un mécanisme d'évitement qui préserve les habitudes mentales déjà établies. Il en résulte une répétition de cycles d'enthousiasme et de frustration. Plus on évite le frottement avec la réalité de la méthode, plus l'instabilité se renforce.
Résoudre le problème en surface aggrave le problème structurel. Une alternative récurrente consiste à recourir uniquement à l'interprétation symbolique, en écartant l'aspect technique. Ce choix crée un confort intellectuel, mais désorganise la pratique. Les symboles sans procédure ont tendance à gonfler les attentes sans produire de changements observables. D'un point de vue neurocognitif, cela maintient le système nerveux dans des schémas connus sans exiger de réorganisation fonctionnelle. L'esprit reste actif, mais ne se transforme pas. L'excès d'explication remplace l'expérience régulatrice. Ce type d'approche génère de la familiarité, pas de l'apprentissage. La conséquence est une stagnation déguisée en compréhension. Pour briser ce schéma, une pratique peu connue et bien documentée est ce qu'on appelle la respiration avec expiration prolongée et pause fonctionnelle. Il s'agit d'un protocole simple qui agit directement sur le nerf vague et les mécanismes de régulation autonomes. La pratique consiste à inspirer par le nez pendant 4 secondes, à expirer lentement pendant 8 secondes et, à la fin de l'expiration, à maintenir une pause confortable de 2 à 4 secondes avant la prochaine inspiration. Ce cycle est répété pendant 5 à 10 minutes. L'objectif n'est pas la relaxation immédiate, mais le recalibrage de la sensibilité respiratoire au dioxyde de carbone. Ce recalibrage modifie les schémas d'anxiété et de rumination. D'un point de vue scientifique, l'efficacité de cette pratique est liée à l'amélioration de la variabilité de la fréquence cardiaque et à la réduction de l'hyperactivation sympathique. L'expiration prolongée signale la sécurité au système nerveux, tandis que la pause fonctionnelle augmente la tolérance à l'inconfort interne. Cela brise l'habitude de répondre automatiquement aux stimuli internes par une accélération mentale. La pratique agit au niveau physiologique avant toute restructuration cognitive. Ses effets sont donc cumulatifs et stables. Elle ne dépend pas d'une croyance, mais uniquement d'une exécution cohérente. Sa simplicité fait partie de sa force. Cette pratique sert à s'entraîner à rester conscient dans des états intermédiaires, où il n'y a ni stimulus ni réponse immédiate. C'est précisément dans cet intervalle que les schémas mentaux rigides commencent à perdre de leur force. Contrairement aux techniques qui recherchent la distraction ou la catharsis, ici, l'accent est mis sur la régulation. Le pratiquant apprend à maintenir l'absence d'urgence. Cet apprentissage a un impact direct sur la manière dont les décisions sont prises et les informations traitées. L'esprit commence à fonctionner avec une plus grande marge de manœuvre. L'effet n'est pas l'euphorie, mais la clarté fonctionnelle. Intégrer ce type de pratique évite les effets néfastes des solutions compensatoires, car elle agit à la base du problème. Au lieu de réinterpréter la difficulté, elle réorganise la capacité à y faire face. Cela réduit le besoin de récits justificatifs et augmente l'autonomie cognitive. La pratique peut être effectuée quotidiennement, dans n'importe quel environnement, sans équipement. Sa fonction est de préparer le terrain pour des études plus denses et des pratiques plus exigeantes. Sans cette base réglementaire, toute méthode a tendance à être faussée. Avec elle, l'apprentissage se stabilise. Pour consolider cet engagement avec une résolution structurelle et non palliative, la prochaine étape est simple et active. Lorsque vous commentez, notez la phrase « Je choisis de réguler avant d'interpréter » afin d'ancrer cette décision. Ce geste symbolique renforce l'intention d'appliquer la méthode avant le discours. Il signale également une volonté de continuité pratique. La transformation ne se produit pas par l'accumulation d'informations, mais par l'alignement entre la compréhension et l'action. C'est cet alignement qui soutient le processus. Et c'est à partir de lui que le progrès réel devient possible. L'analyse conceptuelle des textes occultes du yoga exige de comprendre qu'ils opèrent à un niveau antérieur à la moralisation de l'expérience spirituelle. L'accent n'est pas mis sur les valeurs, mais sur le fonctionnement. Psychologiquement, cela signifie déplacer l'attention du contenu mental vers les mécanismes qui produisent ce contenu. L'esprit n'est pas considéré comme une origine, mais comme la conséquence d'ajustements plus profonds. Cette perspective est cohérente avec les approches contemporaines de la psychologie somatique et des neurosciences régulatrices. On observe une emphase sur la base physiologique de l'expérience subjective. Dans ce contexte, la spiritualité n'est pas une croyance, mais le résultat d'une organisation interne. Cette inversion est essentielle pour comprendre le sujet. Dans le taoïsme classique,
Cette logique apparaît clairement dans la notion d'alignement avec les processus naturels. On n'impose pas de direction à l'eau, mais on crée le lit dans lequel elle s'écoule. Les textes du yoga corporel suivent un principe similaire en travaillant la respiration, la pression interne et le rythme organique. La conscience n'est pas forcée de changer. Elle accompagne le changement du système. Cette compréhension évite l'erreur courante qui consiste à essayer de résoudre les conflits internes uniquement par l'interprétation ou l'intention. D'un point de vue spirituel, cela réduit les efforts inutiles. Le Tao ne répond pas au contrôle, mais à l'adéquation. La pratique correcte est celle qui ne crée pas de friction supplémentaire. Le bouddhisme, en particulier dans ses écoles les plus anciennes, reconnaît également cette priorité du conditionnement sur le discours. Les états mentaux sont décrits comme des formations dépendantes et non comme des entités fixes. La pratique méditative vise à observer et à dissoudre les schémas et non à les remplacer par des récits plus agréables. Lorsque les textes de yoga décrivent des techniques corporelles rigoureuses, ils opèrent au même niveau de conditionnement. La différence réside dans l'outil, pas dans le principe. Dans les deux cas, la libération n'est pas un événement soudain, mais un processus de désactivation progressive des automatismes. En ce sens, le système cesse de réagir de manière compulsive. C'est un effet, pas une cause. L'application pratique discutée précédemment, basée sur la régulation respiratoire, illustre bien cette convergence entre psychologie et spiritualité. En agissant sur le système nerveux autonome, elle modifie le terrain sur lequel surgissent les pensées et les émotions. Cela correspond à l'idée taoïste d'agir à la racine et non dans les branches. Psychologiquement, cela réduit la charge d'excitation qui soutient les schémas répétitifs. Spirituellement, cela crée un espace intérieur sans recourir à un effort volontaire excessif. Le silence qui émerge n'est pas imposé, il est permis. Ce type de pratique en apprend davantage sur l'esprit que de longues analyses conceptuelles isolées. L'expérience réorganise la compréhension. Il est important de noter que cette approche ne rejette pas la pensée, mais redéfinit sa place. La pensée devient un outil secondaire et non un guide initial. Cela évite à la fois l'intellectualisme stérile et le mysticisme vague. La clarté conceptuelle apparaît lorsque le système est suffisamment régulé pour soutenir la complexité sans s'effondrer. C'est une condition souvent ignorée dans les approches spirituelles contemporaines. Sans régulation, l'excès d'informations génère de la confusion. Avec la régulation, les mêmes informations s'organisent spontanément. L'équilibre n'est pas théorique, il est fonctionnel. Cette intégration réduit les mécanismes de défense basés sur la rationalisation et la fuite. La personne cesse d'expliquer de manière excessive ce qu'elle ne peut pas encore soutenir dans la pratique. Cela produit une forme rare d'honnêteté interne. Sur le plan spirituel, cela se rapproche de ce que le taoïsme appelle la simplicité originelle. Il n'y a pas besoin d'ornement conceptuel lorsque le fonctionnement est clair. Le chemin cesse d'être cumulatif et devient purificateur. Moins de stimulation, plus de sensibilité. Moins de contrôle, plus de précision. Cette logique traverse des traditions distinctes car elle répond à une structure humaine commune. À la fin de cette analyse, le thème se révèle moins comme un ensemble de textes oubliés que comme une invitation à revoir les hypothèses. Les textes occultes du yoga pointent vers une spiritualité qui commence dans le corps, traverse l'esprit et ne devient alors langage. La psychologie et les traditions orientales convergent en affirmant qu'un changement durable se produit lorsque l'ensemble du système participe. Il ne s'agit pas de choisir entre la science et la spiritualité, mais de reconnaître où chacune opère le plus efficacement. Une compréhension profonde naît de cette intégration, et elle se soutient non pas par la croyance, mais par l'expérience organisée. C'est cette cohérence qui donne de la densité à l'étude et de la continuité à la pratique. Si le Tao qui peut être nommé n'est pas le Tao constant, quel type de yoga reste-t-il lorsque nous retirons les mots qui l'ont rendu confortable? Cette question ne cherche pas de réponse immédiate, mais repositionne le regard après tout ce qui a été parcouru. En suivant cette analyse, il devient évident que comprendre une tradition ne consiste pas à l'accumuler,
mais à lui permettre de désorganiser les certitudes antérieures. Le bénéfice ne réside pas dans le fait d'en savoir plus, mais dans le fait de voir autrement. Lorsque la méthode précède le sens, quelque chose s'apaise. Et dans cet apaisement, la compréhension mûrit sans effort. Peut-être que l'essentiel n'a jamais été caché, mais simplement flou. Tout au long de ce cheminement, les textes occultes du yoga ont cessé d'être une curiosité historique pour devenir un miroir conceptuel. Ils reflètent la tendance humaine à adoucir ce qui exige un véritable ajustement. Reconnaître cela ne génère pas de culpabilité, mais de la lucidité. La pratique correcte, tout comme le Tao, ne rivalise pas avec d'autres formes, elle suit simplement sa nature. Ce qui a été compris ici ne demande pas d'adhésion, mais seulement le respect de la complexité. La clarté apparaît lorsqu'on ne force pas une synthèse prématurée. L'étude devient une forme de silence actif. Et le silence commence à enseigner. Il y a une épiphanie discrète lorsque l'on se rend compte que le corps, l'esprit et le sens n'ont jamais été séparés. Ce qui semblait fragmenté n'était observé qu'en couches distinctes. La psychologie, le yoga et le taoïsme convergent sur ce point simple et exigeant. Réguler avant d'interpréter, observer avant de nommer, soutenir avant d'expliquer. Cet ordre n'est pas moral, il est fonctionnel. Lorsqu'il est respecté, il réduit les conflits internes. Lorsqu'il est ignoré, il multiplie les discours. La simplicité qui reste n'est pas naïve, elle est épurée. Elle n'a pas besoin de convaincre. Dans le zen, on dit qu'après l'illumination, on continue à couper du bois et à porter de l'eau. Il n'y a pas de conclusion grandiose, seulement une continuité ordinaire. De la même manière, cette conclusion ne prétend pas conclure, mais seulement interrompre avec soin. Ce qui a été dit continue à opérer en dehors du langage. Chaque concept revient dans la vie quotidienne sous forme de questions pratiques. Ici, rien ne se termine par une thèse définitive. La véritable compréhension s'annonce rarement. Elle se manifeste comme un ajustement silencieux. La question la plus honnête qui reste à poser est peut-être celle-ci. Qu'est-ce qui fonctionne dans votre pratique actuelle et qu'est-ce qui semble seulement fonctionner? Cette distinction n'exige pas de réponse publique, seulement une attention intime. Le Tao ne juge pas la direction, il révèle seulement le flux. Le yoga, dans sa forme la moins visible, fait de même. Observer ce flux, c'est déjà y participer. Il n'y a pas d'urgence à arriver. Le chemin se reconnaît en marchant. Si une phrase continue de résonner, elle peut mûrir sans précipitation. Partager cette résonance, lorsqu'elle surgit naturellement, aide à rendre visible ce qui reste généralement implicite. Des expériences différentes éclairent des angles distincts du même processus. Lire d'autres voix élargit le champ sans le fermer. La conversation fait partie de la pratique, et la pratique se raffine dans la rencontre. Le voyage qui se dessine ici ne pointe pas vers une destination fixe, mais vers une façon de marcher. Suivre ce parcours consiste moins à suivre des instructions qu'à entretenir une curiosité silencieuse. Le canal reste un espace de continuité pour ceux qui perçoivent la valeur de ce rythme. Il n'y a pas d'appel urgent, seulement une présence constante. Là où l'attention se pose, quelque chose se transforme. Et cela, en soi, est déjà un chemin suffisant.